Nous collaborons pour tête car dit-on, maintenant il faut travailler, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Buzz Sport. Plaisir pour moi de vous retrouver devant vos postes télévisés pour suivre cette émission scientifique. Parce qu'on va parler de l'évolution et de l'encadrement des footballs de jeunes qui semblent être négligés. Et aujourd'hui, on a des jeunes talents, des potentialités, des jeunes qui ont rempli et pétri des talents. Alors, qu'est fait les dirigeants congolais pour l'encadrement de ces jeunes congolais? Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2024, synonyme de parler des sports et en football en particulier, parce que nous sommes avec M. Maxence Landundumba, l'ancien directeur technique du centre de formation Jana. Monsieur, je vous dis bienvenue. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs. La santé, ça va? Oui, j'ai pris un peu de poids, ouais, je crois. Donc ça va. Vous avez... Est-ce que prendre du poids, c'est mauvais ou pas? Je ne sais pas, mais je crois que ça va. Ça va, oui, ça va. Et ça fait un bon bout de temps que vous n'êtes plus dans le scène footballistique. Oui, ça fait, je crois qu'on va vers la deuxième année déjà, plus de 2 ans. Ouais, un faiseur de talent qui s'est éclipsé, il y a un problème? Non, pas nécessairement. Entre-temps, je me suis marié. Okay. Et j'ai des responsabilités aujourd'hui qui ne me permettent pas de... Bon, le reste, on va le développer, mais qui ne me permettent pas de pouvoir continuer à rêver comme je rêvais il y a quelques années. Ok, Monsieur Maxence Landou, c'est lui qui nous a fait plaisir ce soir plutôt pour parler des sports et du football en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on va parler ce soir? À quoi peut-on reconnaître la vraie valeur de M. Maxence au sein du centre de formation Ujana? Comme je l'ai annoncé tantôt, qu'il fit l'ancien directeur technique du centre de formation Ujana, le faiseur de talent. Comme les autres ont appelé, après avoir posté les stigés, et que les photos que je vais recevoir pour eux, M. Maxence, ils ont dit que c'est un faiseur de talent. On doit reconnaître, alors, M. Maxence, il est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Son vécu, son parcours, ce qu'il a réalisé dans l'encadrement des jeunes. Il a investi. Oui, aujourd'hui, on connaît Luzolo Sita, Mercé Ngimbi, ou encore Shadrach Muzungu, d'ailleurs, champion d'Afrique avec Renaissance de Berkane. C'est le fruit de M. Maxence Lando, l'ancien directeur technique du centre de formation Ujana. Alors, quelle stratégie et politique doit être mise en place pour l'encadrement des jeunes congolais aujourd'hui? Nous remarquons qu'il y a les talents, mais il n'y a pas de stratégie pour l'encadrement. Les états généraux des sports, le ministre des Sports ont axé sur l'encadrement, mais alors, jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse exacte pour l'encadrement des jeunes. Problématique liée à l'absence de véritables centres de formation ou pas, nous allons les développer avec M. Maxence, ancien directeur technique du centre de formation Ujana. Permettez-moi de les répéter comme ça parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup des entraîneurs, beaucoup des anciens joueurs m'ont dit que non, c'est un faiseur de talent. Est-il vrai que vous êtes un faiseur de talent? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, si autour de moi... par mon travail, les gens m'ont reconnu comme tel. Je leur dis merci. Mais j'aimerais de prime abord ici déjà faire comprendre que... On parle de sport, je crois. On ne parle pas nécessairement de football. Et donc, la formation est la pierre angulaire pour faire de sorte qu'on ait des compétiteurs. Exactement. Alors, pour entrer dans le vif ou dans les détails du sujet, nous voulons est-ce qu'on peut savoir vraiment exactement sur vous? C'est ce que vous avez réalisé. Dès l'avènement du centre de formation Ujana, nous avons vécu l'arrivée de M. Maxence. Il a travaillé, il a aidé le jeune. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez réalisé auprès de la jeunesse? Qu'est-ce que vous avez réalisé s'il faut te parler de ce que vous avez déjà fait? Bon, c'était une dynamique. C'était une dynamique, je n'étais pas seul. J'ai adhéré aussi à la dynamique Ujana, qui a été lancée par un monsieur qui est d'ailleurs aujourd'hui, je crois que c'est le président de l'EPFKIN, monsieur Alain Tsepouk, un ami, avec qui on s'est mis ensemble et on a essayé d'atteindre une vision, des objectifs. Est-ce qu'on les a atteints?
je ne sais pas, mais au moins on a pu voyager ensemble. On a fait un bout de chemin ensemble depuis 2008, 2006 je crois, jusqu'en 2018. Donc une dizaine d'années ensemble. Et au bout du compte, on a aujourd'hui, comme vous dites, des enfants, Shadrach Muzungu, Vous êtes fier de lui? ou Lizolo qui joue à Mazembe. Et tout ça. Donc oui, c'est une fierté parce que la genèse, si vous étiez avec nous au départ, ces enfants étaient des enfants qui, la plupart, venaient du Konkokolo et du Kolofungula. Donc ce sont des enfants de militaires et de policiers. Donc bon, je ne vais pas dire des mots ici qui puissent paraître choquants, mais ils n'étaient pas les enfants les plus à leurs avantages dans la société congolaise. Donc aujourd'hui, voir que ce sont des messieurs qui vivent dans un monde professionnel, parce qu'ils sont dans le monde professionnel. Mazembe ou Laoué Shadrach, c'est un monde professionnel, c'est un monde d'élitisme, où il y a une entente forte en termes de discipline, en termes. Donc, ce sont des enfants d'où ils viennent et là où ils sont. C'est une fierté pour nous. Une fierté pour... Je ne vais pas plutôt beaucoup plus généraliser. J'aimerais beaucoup plus parler de vous. Rester dans vous, dans ce que vous avez fait. Et c'est un titre aussi de faire les éloges. Quand on fait bien son travail, il mérite les acclamations. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas faire les dialoguistes comme le font certains journalistes. On reste sur l'encadrement des jeunes. Qu'est-ce que vous avez réalisé, vous, à votre niveau, et que vous dites que je suis fier de ce que j'ai réalisé et que les jeunes ont bénéficié d'une véritable formation intégrale, physique et morale? Voilà. Il y a eu une analyse. Avant que je n'étais pas coach comme tel de formation. Okay. J'ai été joueur amateur d'un certain niveau. Je n'ai pas été professionnel en Belgique quand j'étais jeune, mais j'ai été amateur d'un certain niveau. Et j'ai bénéficié, moi, de formation. Mais quand je suis revenu dans mon pays, au Zaïre à l'époque et au Congo, j'ai fait ma petite analyse. Moi-même, j'en ai souffert d'ailleurs. C'est un problème, je crois, identitaire. Avant de quitter le Congo, j'ai fait le collège Boboto ici, j'ai grandi ici, hein, très petit. Et nous, quand on était petits, on jouait au toucher-jouer, dans les espaces réduits. Et quand j'ai été en Europe, on a évolué dans le football, mais les espaces réduits étaient un peu négligés. Et en grandissant, on a eu une dynamique à Bruxelles qui était le football en salle, le mini-foot. Qui a eu, c'était un phénomène sociétal. Pendant notre génération, à l'époque, c'était terrible les tournois de mini-foot qu'on faisait. Et c'est là que je me suis rendu compte, en revenant, que nous étions en train de perdre une identité footballistique. Parce que nous, petits, enfants, même nos parents, ont joué au toucher-jouer. Poto Mouké. Alors, c'est sur ça que je me suis basé pour encadrer les plus jeunes, sur le modèle réduit. Donc le football, le mini. Et ça a coïncidé avec mon ami Alain Tsepouk, avec qui on jouait au mini-foot à l'époque ici chez les Portugais, l'école portugaise sur Kassai, je crois. Hein. Kassai, oui. Voilà, on jouait là-bas chaque soir et ensemble, on a essayé de mettre une dynamique, d'encadrer les enfants dans le réduit. Dans le système un peu de football réduit. Et ça a coïncidé aussi avec des partenaires qu'on avait à l'époque, c'est l'Inter de Milan. On a travaillé avec l'Inter de Milan quelques années. J'ai eu des formations avec l'Inter de Milan qui, eux, ont développé scientifiquement ce que moi, j'avais comme vision. Donc ça m'a aidé maintenant à vraiment faire ce travail à un niveau scientifique et à un niveau, je dirais même intellectuel, avec les enfants. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je crois, ces enfants-là ont atteint le niveau de jeu, même d'expression. Parce que comme je l'ai dit en amont, ils sont professionnels. D'où ils viennent, avec le niveau qu'ils avaient d'études et tout, mais aujourd'hui, ils sont professionnels.
Ça veut dire qu'il y a quand même eu quelque part en dehors du football, il y a eu une éducation qui a été donnée derrière. Donc voilà. Et à partir de là, il y a eu tout cet encadrement. On a pris des enfants comme à l'école, hein. On va à l'école à l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc on a fait la formation à ce niveau-là. Et de cette formation-là, à l'époque, je vous ai dit qu'on était partenaire avec l'Inter de Milan. Et l'Inter de Milan, on lui a fait un petit projet. Comment encadrer les enfants dans une formation payante. Ils n'étaient pas très chauds au départ parce que c'était une dynamique sociale qu'on avait avec eux. Ce n'était pas une dynamique vraiment business ou quoi que ce soit. Ils venaient en appui par rapport aux enfants désœuvrés à travers le football. Et nous, on leur a fait un projet pour aller beaucoup plus loin parce qu'il y a eu un constat entre eux et nous qu'il y avait énormément de talent au Congo. Et ça, on n'avait pas besoin de faire le constat avec eux. Je l'avais déjà remarqué moi-même, qu'il y a énormément de talents intrinsèques ici, chez nous. Et d'ailleurs, dans le projet qu'on avait avec l'Inter de Milan qui s'appelait Intercampus, ce projet était dans 54 pays dans le monde. Eux-mêmes, l'Inter de Milan a dit que le projet congolais était le meilleur techniquement. Quand il vous parle techniquement, ça veut dire l'habilité technique des enfants. Or, dans le projet, vous avez des pays comme le Brésil, vous avez des pays comme la Yougoslavie, tous les pays de l'Est. Ils étaient dans ce projet-là, mais ils ont certifié ils ont affirmé que le projet congolais, mené par nous, donc monsieur Tsepouk et moi-même, était le meilleur techniquement. Ça veut dire que nous, on était sur un rayon de même pas 1 kilomètre. On était à l'école technique, vous voyez l'école technique vers comme si vous partez vers l'école des évolués. L'avenue de la Science, je crois. Voilà. On était là, et les enfants qu'on avait, à 90% venaient de Litigombe, du Kankokolo et du Konfungula. Donc vous voyez que le rayon n'est pas au-delà de 1 kilomètre. Mais sur 10 enfants qui venaient en test chez nous, ou rentraient à Oudjana, il y en avait 9 qui rentraient. 9 sur 10 que tu prenais. Tellement que le talent... Alors vous imaginez s'il y a cette détection-là au niveau de tout le pays. C'est quelque chose de fantastique. Et donc voilà. Et le projet a été acté par eux. Ils nous ont financé ça. Parce qu'à l'époque, en 2010, l'Inter de Milan avait gagné la Champions League et avait joué la Coupe du Monde des clubs contre Mazembe. Et l'argent qu'ils avaient récolté à la tournée, parce qu'ils faisaient une tournée en Italie pour que les gens puissent se faire des photos avec la coupe et tout ça. Et l'argent qu'ils avaient récolté, ils nous l'ont attribué à nous par rapport à ce projet. Pour que nous, maintenant, on fasse notre école de football. Et c'est ainsi qu'on a quitté Litigombe pour arriver au stade de Tata Raphaël. Et aujourd'hui, ce centre est détruit, les explis, c'est pas un sujet de honte, un sujet de rejet. Si. Non, vous avez vraiment, c'est un sujet de honte, mais c'est vraiment un sujet c'est comme s'il y avait quelque part eu échec. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai souffert, je ne pouvais plus continuer de souffrir d'un rêve qui ne pouvait plus me faire vivre. Nous sommes arrivés au stade en 2014, où on a commencé les activités. On était au stade bien avant, parce que là, on a pris l'endroit, parce qu'on est en train de parler d'histoire ici. Exactement. Là, on a pris l'endroit, là, c'était des immondices. Il y avait des mamans qui faisaient des cultures. Je vous dis même que c'était un endroit où il y avait des morts. Oui. Tout ce qu'il y avait comme banditisme dans le coin. Donc, on a vu des choses incroyables là-bas. On a fait des travaux là-bas, enlever les immondices, ça nous a pris... On a fait ça à la pelle et avec des brouettes. Ça nous a pris 3 ans. On avait commencé en 2011, 2012 et on est arrivé à voir des activités là-bas en fin 2014, début 2015. C'est 3 ans de dur labeur pour mettre ce site comme il a été là, ce qu'on a vu, le site d'Oudjana. Donc il y a eu un travail derrière grâce à l'argent, non seulement
de l'Inter que ceux qui nous avaient alloué comme argent, mais aussi des fonds propres de monsieur Alain Tsepouk. Et au bout du compte, on a fait notre travail et des partenaires sont venus. Je sais qu'à l'époque, vous avez entendu parler d'un certain monsieur Mario, Oui. qui lui est venu, c'était le prête-nom d'un monsieur que je ne peux pas citer ici, parce que lui-même n'a pas déclaré, ne m'a pas donné le cutus pour dire son nom, mais c'était un Congolais. C'était un grand monsieur de la place qui, à travers ce monsieur Mario-là, lui a maintenant vraiment insufflé de l'argent pour qu'on ait un site fini aux normes FIFA et tout ça. Donc voilà un peu l'histoire en gros de Oudjana. Et après, bon, la formation, on a formé des coachs. J'ai été à l'époque chercher les coachs à l'IPEN. Parce qu'on se disait que bon, ok, ici, il faut qu'on ait des coachs, mais des coachs qui vont transmettre. Des gens qui ont fait de l'éducation physique, des gens qui ont la capacité d'encadrer. C'est plus facile que d'aller chercher... voilà. On a été prendre ces gens-là, on les a formés selon la philosophie qu'on avait, nous, du réduit, et qui avait été améliorée avec l'Inter de Milan. Donc, on leur a donné toute cette formation. Et puis, M. Mario est venu avec d'autres personnes d'Espagne, qui, eux, avaient un peu le football léché espagnol. Et donc, on a complété à la formation de nos enfants. Et le fait marquant de cette histoire, c'est que la sélection qui a été au Maroc, qui a été en Côte d'Ivoire, les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, la RDC a été éliminée en demi-finale contre le pays qui avait gagné la francophonie, c'était le Maroc. On avait perdu contre le Maroc en demi-finale, on avait battu la France, la sélection française, en quart de finale. Et 80% de cette sélection était issue de Oudjana. Il y avait des enfants qui venaient d'Europe, avec le coach qui était à Daring à un moment. Comment il s'appelle encore ce coach-là? L'ancien entraîneur d'Daring Club Montemata. Oui, comment il s'appelle? Il parle un peu, il a un peu... Le coach Otis, vous faites Otis. C'était Otis qui avait la sélection. Et Otis a été là-bas avec cette sélection-là. Et on est sorti en demi-finale. Pour dire qu'il y avait une formation qui avait déjà donné ses preuves. Mais tous ces jeunes-là n'ont pas été par après suivis. J'ai vu à un moment, on a eu la CHAN. La CHAN où il y avait le Covid. Où vous avez les William. William était là. Vous avez les Ngimbi et consorts. Mais il y a eu le Covid. D'autres ont pu jouer. Enfin, soit. Mais à mon avis, moi, à mon humble avis, déjà à l'époque, on devait se concentrer dans ces âges-là sur des jeunes qui avaient une formation commune ici au Congo et qui avaient déjà fait leurs preuves. D'ailleurs, on avait participé à l'époque, en 2017, je crois, 2016 et 2017, à un tournoi international qui s'appelle le tournoi de Viareggio, en Italie, avec des gros clubs italiens, la Juventus, l'AC Milan. Et nous sommes arrivés pour une première participation des pays africains, qu'ils avaient ouvert la participation aux pays africains, des enfants qui venaient, comme je vous dis, du Kankokolo, tous ces enfants. C'est pas la crème, non, ce sont ces enfants-là. Mais on a été en 8e de finale et dans notre poule, on a été premier en battant les AC Milan, en battant Calgary, en battant Ascoli. Les gens qui connaissent le foot connaissent le nom de ces clubs-là. Mais ces enfants-là, on a été premiers de notre poule. Mais s'il faudrait parler en termes parler en termes de comparaison, là je reviens un peu en arrière sur est-ce qu'on peut comparer ton vécu étant entraîneur de football et ton vécu étant joueur de football, si on peut faire le parallélisme, la comparaison. C'est ça que je viens de dire, j'ai été amateur, je n'ai pas été un joueur professionnel, donc je ne veux pas ici... mais j'ai été un amateur en Belgique, vous avez aussi le niveau amateur d'un certain niveau. Et en plus, je n'ai pas pu devenir professionnel parce que, bon, nous, à notre époque, je suis d'une autre génération, nos parents étaient des gros dignitaires de la place, et donc à l'époque, le football, c'était comme si tu voulais devenir, à l'époque, chanteur. Père na biso ba mona oneti yaza likolo kuna yo comme footballeur yo moi non. Et donc il n'y a pas eu cet accompagnement des parents derrière. Et donc arrivé à un certain âge, j'étais dans les sélections de jeunes, j'ai été formé à Charleroi. Okay. Mais après il faut une suite. Bon,
Arrivé à l'âge de 18 ans, mon père a été clair. Ici, 18 ans, c'est l'université. Il n'y a pas de question de football. Donc j'ai continué à jouer au football au niveau amateur, parce que j'aimais le football. Mais je ne peux pas aujourd'hui comparer ma carrière footballistique à ce que j'ai pu réaliser, je crois, en tant qu'entraîneur. Parce qu'en tant qu'entraîneur, c'est autre chose d'abord. Parce que là, tu tombes sur, comme je viens de vous dire, des enfants qui sont un peu quelque part désœuvrés, non encadrés, dans des situations, dans des situations sociétales complexes. Et moi, je venais, bon, je suis aussi, je suis né, grandi un peu en Europe, donc c'était pas évident pour moi. Mais bon voilà, j'ai pu exprimer ce que j'ai pu exprimer. Et je crois que ce n'est pas à moi de le témoigner ici, mais je crois que ça, on a passé des bons moments. Il y a eu des, il y a eu j'ai été meilleur coach de l'EPFKIN à 2 reprises. Non, à une reprise. Et puis j'ai été aussi j'ai été meilleur coach de la première division en son temps, parce que j'ai été en première division. J'ai été à l'époque entraîneur de Sapatra. J'ai été entraîneur de l'OCK. J'ai été, l'air de rien, quand même, j'ai été à Maluku, Siforzal à l'époque, Siforco. J'ai été entraîneur là-bas en 3e division. Et avec le fameux système de jeu que vous aimez tant jouer, les 1-3-5-2, qui était venu l'identité des centres de formation? Non, je n'étais pas nécessairement moi dans le 1-3-5-2. Ça, c'est plutôt les Espagnols et nos partenaires qui sont venus avec ça. Et moi, j'étais plus dans le 1-4-3-3. Mais bon, voilà. Maintenant, on avait des partenaires, on a dû voilà. Jordi Kalonda, si on parle le même langage, essayez de nous balancer d'abord l'extrait de cette centre de formation qui était une fierté parce qu'il a fait sortir des joueurs comme Mercé Ngimbi et Shadrack Muzungu d'ailleurs, lui qui est champion d'Afrique avec la Renaissance sportive de Berkane. Suivez et puis on revient juste après pour continuer. Suivez cet extrait qui va nous faire entrer dans le détail de l'émission. Suivez.
Une seule et unique bijou qui était à Kinshasa n'est plus à Kinshasa. Ça ne fonctionne plus, a perdu son aura. Monsieur Maxence, une perte pour la jeunesse congolaise. Bon, l'outil est là, hein. En fait, la francophonie est venue sur le site de... En fait, même la francophonie ne devait pas arriver sur le site Tata Raphaël. En fait, quand la délégation de la francophonie est venue en son temps pour visiter les sites, c'est le site d'Oudjana qui a donné l'attrait à ceux qui viennent installer, améliorer les installations du stade de Tata Raphaël. Et bon, quand il y a eu la francophonie, on a dû céder les installations parce qu'il y avait des compétitions là. Et après la compétition, bon, on nous a fait comprendre que notre chemin avec... parce que bon, les gérants du stade dépendent du ministère des Sports. Donc c'était le ministre sous Kaboulou. Bah, ils nous ont fait comprendre que notre collaboration avec eux, ils mettaient fin et qu'on devait rendre... C'était l'urgence. Et après... Je ne sais pas si c'était l'urgence, mais ils ont considéré comme tel. Donc nous, c'est le site de l'État. Même si on avait un contrat qui n'était pas fini, mais au bout du compte, ayant aussi eu des problèmes de trésorerie, parce que bon, in fine, vous restez tout ce temps-là sans pouvoir fonctionner, donc vous ne... Et puis après, bon, vous avez des retards de loyer. Bon, bah, ils ont profité de ça pour un peu reprendre cet outil et pouvoir le gérer à leur façon, je crois. Donc, ce qui a été fait, et aujourd'hui, Oudjana est fermé. Et les jeunes, aujourd'hui, on peut dire qu'on en aura des jeunes abandonnés parce qu'il faudrait qu'on se le dise que le centre de formation Oudjana était l'unique et le seul bijou à Kinshasa qui encadre les jeunes parce qu'on a vu sans côté ici, il faudrait pas mettre aussi Bellor, y compris Bellor. Oudjana, il y a des joueurs qui a fait du plaisir même aux politiques. Et aujourd'hui, aucun politicien qui peut aussi plaider en faveur des centres de formation Oudjana pour qu'il retrouve sa raison parce que le site est abandonné, il n'y a plus rien qui se fait à l'intérieur. Exactement, ça c'est un peu, excusez-moi, je vais dire un terme qui peut peut-être choquer, c'est la méconnaissance de l'écosystème du football et du sport en général. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au départ, monsieur Alain Tsepouk était seul, c'est lui qui a créé Oudjana. Et quand je suis arrivé, quand je l'ai rejoint, je lui ai dit non. Le football, tu n'as pas besoin d'aller mettre ton argent dans le football. Le football peut vivre de lui-même. Il faut lui créer un écosystème. À notre niveau, on a créé un écosystème qui, son socle, c'est le système d'abonnement, dont les enfants venaient, ils payaient l'abonnement. Et nous, avec cet argent-là, on pouvait payer tout le personnel, entretenir le site, faire de sorte que la dynamique, l'activité fonctionne. Voilà. Ça, c'est l'écosystème que nous avons, nous, créé pour simplifier, hein, je résume. Mais maintenant, quand on parle du sport, aujourd'hui, son Excellence, le chef de l'État, a donné des sites pilotes ici à Kinshasa. Notamment, nous avons aujourd'hui, au niveau de Tata Raphaël, un site viable. Nous avons aujourd'hui, au niveau de Stade des Martyrs, un site viable. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir une compétition de volley ou de handball. Ouais, une Coupe d'Afrique, je crois. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des sites. Mais comment maintenant on fait pour animer ces sites, pour animer cette dynamique soit vivante? C'est ça. Il faut créer un écosystème derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on entend par écosystème? Je prends un exemple. Je suis chez moi à la maison. Pour me rendre sur un site de sport, si je suis sportif, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre le transport. Exact, transport. Après? Arriver sur le champ, je dois payer. Exact. Je dois payer l'accès pour avoir mon sport. Si je n'ai pas le tenue, je dois peut-être louer, ou je dois acheter, je dois manger, je dois m'instruire. La meilleure instruction aujourd'hui, c'est à travers les IT, les intelligences artificielles ou les communications et consorts. Mais tout ça est un écosystème parce que ça existe.
Les providers existent en termes de communication, tout ça existe. En termes d'équipement, comment on appelle, ils sont GB là, comment on les appelle Kipstar. Oui, non, le groupe là. Le groupe qui habille la marque Kipsa, comment on appelle Decathlon. Decathlon existe, l'alimentation, ça existe. Et encore, ce qui est fantastique, c'est que pour la francophonie, on a réalisé un restaurant qui a une capacité de 2000 places sur un repas. Donc, on a là-bas des dortoirs on a créé des dortoirs. Donc, on a créé un hôpital sportif. Donc, tout est là pour créer l'écosystème. Le tout maintenant est de mettre tout ça en place. Je prends un exemple. Chez nous, un enfant, vous avez vu à travers les images, un enfant venait pour avoir accès chez nous, il avait une carte magnétique et ça te donne accès. En Europe, quand vous rentrez dans un bus, avec votre carte de crédit, vous passez sur un appareil, vous rentrez dans le bus, vous payez. C'est la même chose. Il faut faire la même chose partout. Le gosse qui quitte chez lui le matin, qui rentre dans un bus, il paye avec sa carte. Il arrive à un magasin où le magasin est dans l'écosystème, il paye. Il arrive dans le restaurant, il doit manger, il paye. Dans la salle, il paye. Mais si les salles, les payer devient aléatoire, parce que les salles doivent attendre que tu viennes payer en cash, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on paye par abonnement. Canal, ou les chaînes, tu payes ça par abonnement. Une fois que tu as payé, c'est plus leur problème. Hein. Si tu ne regardes pas tout le mois, toi, tu as déjà payé. Eux, ils ont déjà encaissé. Ça veut dire qu'eux, ils savent maintenant vivre dans un écosystème, parce qu'un écosystème aléatoire, ou Akoya, ou peut-être Akoyate, on ne fonctionne plus comme ça. Donc, il faut fonctionner dans un écosystème où vous permettez à des jeunes, dans un écosystème qui est réduit dans une intelligence qu'on appelle une carte de consommation, une carte de banque, tout ce que vous voulez. Dans cette carte-là, s'il a la possibilité, sur une moyenne d'argent, admettons, c'est $30 par mois, dans les $30, il a son transport, il peut aller se faire soigner, il peut manger dans un restaurant une fois par jour, il peut aller dans son équipement et avoir des réductions et tout ça. Ça veut dire que ici, au Congo, même à Kinshasa, nous sommes 20 millions. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est approuvé par l'État, c'est dit par nos responsables, et 80% de la population a moins de 30 ans. C'est des consommateurs de sport. Mais ces gens-là, si on est 20 millions à Kinshasa, et 80%, je ne fais que des projections, des probabilités. Si, on l'a tous fait en mathématiques. Si 80% sont jeunes, ont moins de 30 ans, donc sont amenés à faire du sport et aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des centres culturels que les Chinois viennent de terminer en face. Ça aussi, ça fait partie du domaine des sports et loisirs. Exactement. Mais tout ça, ça rentre dans ce compte-là. Alors, tous ces jeunes qui sont Kinshasa, si on est 20 millions aussi, ils sont 80%, ils sont au moins 16 millions. Mais si vous avez la capacité de faire abonner 5 millions d'enfants, 5 millions de jeunes, à raison de $20 ou $30 par mois, ça fait combien dans un écosystème, ça? Ça fait combien? Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 100 millions, non? Non? Oui. 100 millions. Quel écosystème ici dans le sport peut canaliser 100 millions? Ça veut dire que tous ces partenaires-là, ils ont de l'argent. Ils ont déjà l'argent. Ça veut dire que le Decathlon, il a déjà encaissé. Et toi, quand tu viens, tu payes. Ta consommation se réduit. Une fois que c'est fini, tu dois de nouveau payer dans ton abonnement pour avoir accès. Mais ça avantage les partenaires. Pourquoi? Mais parce qu'ils encaissent déjà en amont l'argent. Mais c'est ça, une économie qui fonctionne. Ce n'est pas dans l'aléatoire. Aujourd'hui, quand tu vas en Europe, si tu n'as pas réservé, tu n'as pas accès. Parce que le restaurateur ne va pas aller t'acheter des steaks à volonté et puis après on ne le consomme pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va jeter. Non, il sait que j'ai autant de réservations pour aujourd'hui, donc j'ai une telle quantité de... Vous voyez? Parce que même quand tu réserves, on est même vicieux maintenant pour te demander, plus ou moins, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez commander? Qu'est-ce que vous allez manger?
Ok, puisque nous sommes en train de parler de ce centre de formation au Ghana, des mécanismes, et si on peut les parler comme ça pour clôturer ce sujet, le centre de formation au Ghana a fait plaisir à beaucoup de milliers de gens, a fait plaisir aux politiciens et aux sportifs. Il y a eu des joueurs qui sont sortis de ces centres, comme Alibé, Ephraim, il y a eu le petit qui était numéro 10 qui est allé au niveau de l'Espagne. Il y a eu Shardat Muzungu qui est champion d'Afrique. Il y a eu Luzolo Sita, Mersey Ngimbi. Il y a eu Dora qui est aujourd'hui l'entraîneur et détenteur encore du diplôme CECAF. C'est aussi une fierté du centre de formation au Ghana. Et voir ce centre se perdre et voir ce centre ne plus exister. Pour vous, qu'est-ce que ça représente au vu de tous, au détriment de tout ce que nous sommes? Mais l'expertise est là. Et tout est là. Je viens de vous dire que aujourd'hui, le stade de Tata Raphaël est encore mieux que quand Oudjan était venu là. Puisqu'il y a eu un investissement étatique. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi là. Maintenant, il faut animer tout ça. Tout est là. Le site pilote, aujourd'hui, nous commençons par un site pilote et l'argent que ça va générer dans cet écosystème. Mais vous pouvez aller maintenant dans d'autres sites qui sont déjà plus ou moins en mesure d'accueillir. Lumbashi n'est pas loin, Goma n'est pas loin. Et une fois que vous allez là-bas et que l'écosystème grandit, parce que je vous parle de l'écosystème, mais tout le Congo, il paraît, on est presque 100 millions, mais c'est toujours la même dynamique. 80%, 30 ans, c'est toujours la dynamique. Et tout le monde ne va pas dans le football. Moi, je parle là, c'est tous les sports. Et en dehors du sport, vous avez quoi? Mais aujourd'hui, vous avez des sites de consommation comme le Grand Zand. Le Grand Zand qu'on est en train de nous faire là. Mais si les jeunes, si ce Zand-là fait partie de l'écosystème, ça veut dire qu'un jeune qui a besoin, parce qu'un sportif a des besoins, il a besoin de manger, il a besoin de s'habiller, il a besoin. Mais si ces besoins-là, on lui permet d'avoir des réductions, parce que qu'est-ce qui se passe? Mais s'il va dans le Zand-là, dans l'écosystème, il est garanti d'avoir des abonnés, ils sont 1 million, 5 millions. Mais qui va refuser de rentrer dans une dynamique où tu as déjà des consommateurs sûrs qui sont déjà... Qui refuse ça? Mais personne. Mais c'est ça, justement, ce qu'on appelle l'écosystème. Ce qu'on appelle, entre autres, une économie intégrée. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, les outils sont là. Les outils, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, toutes ces intelligences-là. Ça va aller très vite. Okay. Ça va aller très vite. Et donc, Oudjan a été dans ce petit écosystème que nous avons. Mais maintenant, Oudjan est... entre guillemets mort. Oudjan a montré le chemin. Il n'est pas complètement mort. Ici, s'il y a une volonté derrière, ça peut aller très vite. Il y a aujourd'hui des intelligences. Il y a des intelligences dans le pays. Il y a le savoir. Donc il faudrait que les gens... Il y a eu, vous avez dit, il y a eu l'état général des sports. Bon, je veux bien. J'ai vu les résolutions, ce qui est sorti de là. C'est très bien. Mais ça arrête lettre morte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pratique. Mais comment ça fonctionne? Bon, vous avez mis les raisons. Comment vous allez faire fonctionner ça? Vous dites que le Premier ministre doit mettre ça en application. Le gouvernement avec le ministre de tutelle. Mais comment va-t-il s'y prendre? Il faut des financiers, il faut des économistes, il faut des technocrates. Il faut s'asseoir. Il y a l'étape de discuter pour mettre des résolutions, et puis après, il y a l'étape... L'applicabilité. Oui, mais cette étape-là, elle n'existe pas. Mais appelez les gens, ils sont là. Appelez les entreprises, demandez à Vodacom. Demandez à Vodacom. Demandez à Vodacom d'être partenaire avec vous. Ça veut dire que les enfants, leur compte, ils payent par M-Pesa. Oui, excusez-moi, je ne fais pas la pub d'une structure ou de quoi que ce soit. Mais c'est ça. Aujourd'hui, tout le Congo, aujourd'hui, si on n'a pas une carte bancaire, si c'est peut-être compliqué, on peut payer par... Ouais. Donc, il y a... Asseyez-vous avec ces structures-là. Ils ne vont pas refuser. C'est les clients que vous leur ramenez. Dans une dynamique qui est claire, qui est le sport. Les infrastructures, minimum, on les a créées. Elles existent. Aujourd'hui... Puisque nous voulons parler de cet état général des sports, il y a aussi un problème sérieux des infrastructures sportives. Non. Il y en a un sérieux problème des infrastructures. Mais comment ça? Enfin je dis moi, quand j'étais en Europe, il y avait des centres sportifs. Comment ça se passe? Mais quand vous arrivez là, c'est organisé, non?
telle heure à telle heure, de 1 heure à 13 heures, c'est tel. Et puis tel vient. Et puis, donc il faut organiser toutes ces structures-là. Ça veut dire que les équipes, les athlètes, et ainsi de suite, rentrent dans l'écosystème. Je vais dire une histoire ici, peut-être que ça ne va pas plaire à la FECOFA. La FECOFA émet des licences. Mais les licences là, pourquoi c'est des licences en carton? Mais les licences là peuvent être aussi une carte de consommation avec les unités dedans, tu vois non, comme une carte de crédit dedans. Il y a eu en Afrique subsaharienne, comment ça s'appelait encore cette carte là, Nasuba Express. Nasuba, il y avait la communication dedans, tu peux avoir l'assurance dedans pour les soins médicaux, mais tu peux tout avoir dans une carte. Pourquoi il n'y a pas ça? Et ça peut même faire office de carte d'identité aussi. Aux États-Unis, on se promène avec une assurance, on va avoir un assurance number. Ça, la carte d'identité. Mais dans l'assurance number, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est un écosystème, faites ce que vous voulez. Mais il faut en discuter. Il faut se mettre ensemble pour évoluer, parce que l'argent, excusez-moi, l'argent, elle ne doit pas sortir de l'État. Mais le sportif, quand il quitte chez lui, il prend le bus pour aller jusqu'au salle, là, c'est l'État qui paye. Mais il paye déjà. Mais mettez-le dans les conditions. C'est comme le gars qui paye l'eau et puis il n'a pas l'eau à la maison. Mais si je paye l'eau, mettez-moi l'eau. Je paye la facture d'eau, mettez-moi l'eau. Mettez-leur. Ils vont payer, les gens payent. Ce n'est pas à l'État de payer pour faire les stades. Ce n'est pas à l'État de payer ça. Les consommateurs qui exploitent les stades existent. Avec l'argent, avec cette dynamique d'éco, on va rénover les stades. Le stade de Marseille n'appartient pas à Marseille, c'est Orange Stadium. Pourquoi? Parce que c'est un endroit de connexion pour la firme Orange. Ça n'appartient pas au club de Marseille. Ça n'appartient pas à Marseille. Ok, prenons ce deuxième chapitre. Dans les 8 minutes qui nous restent, quelle stratégie politique doit être mise en place pour un bon recrutement de jeunes talents? Surtout en termes de l'émancipation du football. Demain, les Léopards vont jouer en demi-finale du tournoi INIFAC pour la qualification de la CAN event prévu en 2025. Aujourd'hui encore, peut-on nous parler que nous souffrons d'un sérieux problème de l'encadrement des jeunes d'office, d'autant plus qu'il n'y a pas de centres de formation. Aujourd'hui, il y a des centres de formation, je peux dire des centres de formation mallettes, dont les joueurs ou les enfants sont devenus, excusez-moi pour le terme, coach, sont devenus des femmes, des entraîneurs, et les parents aujourd'hui ont de la méfiance de laisser leurs enfants. La formation qui existait à l'époque de nos pères, c'était l'école. On joue au football à l'école, mais les écoles sont devenues ce qu'elles sont. Je ne vais pas aller jeter quoi que ce soit là-dessus, mais elles sont devenues ce qu'ils sont. Il n'y a plus d'espace pour faire du sport ou quoi que ce soit. Maintenant, les enfants devaient se retrouver dans leur environnement de vie. Dans l'environnement de vie, il n'y a pas d'infrastructure pour permettre aux enfants de pouvoir s'épanouir, d'une manière ludique. Parce que le sport, avant tout, pour un enfant, doit être ludique. C'est là qu'on apprend le mieux. Donc maintenant, aujourd'hui, la politique qu'il y a à faire, c'est justement d'amener ceux qui veulent. Tout le monde ne veut pas faire du foot. Tout le monde ne va pas faire du sport. Mais il y a des gens qui aiment bien devenir musicien. Mais un musicien formé, dans des infrastructures correctes. On vient de le faire en face du Parlement. Il y a aujourd'hui des structures, même chez les militaires, là, ils ont une salle maintenant chez les policiers en face de la RTNC. Donc il y a des infrastructures qui sont là. Maintenant, il faut les exploiter. Mais depuis, pourquoi on ne les exploite pas? Mais parce qu'on ne s'est pas encore assis pour maintenant faire de sorte que, allons-y, exploitons-les, parce qu'au niveau de l'État, au niveau du dessus, ça a déjà été initié. Mais c'est là, non? Mais on en parle, ça a coûté énormément d'argent à la République, la francophonie, là. Les infrastructures sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend?
Il faudrait qu'il y ait une personne qui maîtrise le domaine pour... Mais il n'y a pas... Depuis quand une personne maîtrise tout un domaine? C'est pas possible. Il faut mettre les gens, il faut inviter les gens dans une réflexion bien claire. Vous savez où vous allez, vous invitez les gens, vous les mettez là. Et c'est parti, on commence maintenant à discuter, à travailler. Et une fois qu'on a, on a maintenant ce qu'il faut faire, on lance l'histoire. Les gens vont s'abonner. Mais Oudjana, ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas un miracle. On a invité, les enfants sont venus, et on est arrivé à avoir, on avait une capacité de 2000 enfants le jour. 2000 enfants le jour. Oudjana, dans sa petite dimension, ici on parle de l'État. On parle de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas les moyens d'Oudjana, c'est pas... On peut. Mais nettement et présentement, s'il faudrait s'élever, qui serait les premières personnes à s'élever pour l'encadrement des jeunes? Le pauvre, on la lâche au niveau de la fédération, par l'entremise des directions techniques nationales, au ministère des Sports, ou encore au gouvernement provincial. Mais la FECOFA est là pour légiférer, donc c'est l'entité technique. La FECOFA délègue ses pouvoirs d'organisation de compétition à des DINAFOOT et PEFKIN. La FECOFA peut avoir un centre élite comme Clairefontaine pour l'élite. La FECOFA ne va pas aller prendre un enfant qui ne sait pas jouer au football et commencer à le faire jouer au football. Non, 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 ça c'est privé, ça c'est les clubs, ça c'est privé. La FECOFA a un autre statut. Donc, tout ramener à la FECOFA, non. Ici, vous avez parlé de politique du sport. La politique de sport, c'est au niveau de l'État, l'exécutif. Parce que quand je parle d'exécutif, je ne parle pas seulement du ministère du Sport. Je parle aussi le ministère de l'Éducation. Pourquoi? Un enfant qui va à l'école, quand il a fini l'école, il fait quoi? Il y a des activités parascolaires. Exactement. Mais ça rentre dans ce cadre-là. Donc même lui, il paye cet abonnement-là. Quand il a fini l'école, il va, le bus l'amène, excusez-moi, je prends un exemple, le bus l'amène au stade de Tata Raphaël, n'est-ce pas? Là, il y a un restaurant où il y a 2000 personnes qui peuvent manger en même temps. Il a fini de manger, il va à son programme de sport. Une fois qu'il a fini, il revient. S'il faut, il étudie sur place. Parce que la table là où tu... Excusez-moi, je suis un peu... je suis un peu passionné. La table là où il mange là. Mais ça peut être une table avec des ordinateurs. Parce que l'ordinateur, ce n'est qu'une... Tu as une surface qui recouvre. Une fois que vous avez fini, vous êtes assis là. C'est comme un cyber maintenant. Vous commencez à fonctionner sur cette là. Et une fois que l'heure est finie, les bus... Parce que quand je dis l'écosystème, mais c'est les Transco. Les appareils là où on met la carte TUT, mais ça existe partout. Maintenant, les bus là ont ça. Dès que toi, tu n'as pas besoin d'aller payer. Tu as déjà payé dans l'écosystème. Eux, ils ont déjà encaissé. Toi, tu viens sur la carte TUT, tu rentres. Dans le bus, il est marqué la destination. Le bus, non. Ça va au stade des Martyrs. De chez toi, tu sais que si je viens à telle heure, à l'horaire, je vais rentrer dans le bus là. Il va m'amener au stade. Quand j'ai fini, telle heure, il va m'amener. Et à ce moment-là, tu impliques, une fois que tu impliques dans l'écosystème, le Transco, tu impliques aussi le gouvernorat. Le gouvernorat aussi rentre dans l'écosystème. Pourquoi? Mais parce qu'il y a les routes. Mais si maintenant ce sport-là doit se faire correctement et qu'il y a toujours des embouteillages, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Aujourd'hui en Europe, les bus ont leur propre accès. Il n'y a pas de voiture qui rentre là où le bus roule. Vous comprenez? Le bus n'a pas les mêmes accès que les voitures. Vous commencez à créer maintenant dans l'urbanisme, Donc c'est tous des projets qui deviennent maintenant des projets d'exécution. Ça n'appartient plus au ministère des Sports. Il y a le transport qui rentre dedans, il y a l'urbanisme qui va rentrer dedans, il y a. C'est rentré dedans. C'est un projet de société, c'est un projet de gouvernement. Un projet de société, un projet de gouvernement. Monsieur Maxence, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur technique du centre de formation Oudjana. Nous sommes dans les 1 minute qui nous reste pour clôturer l'émission. J'aimerais que vous puissiez dire un mot à l'égard. C'est sous le règne du ministre des Sports, M. François-Claude Kaboulou-Bonakaboulou, que tous on disait que c'est un Dieu qui va apporter un autre soulagement. Et aujourd'hui, ces centres de formation n'existent plus, n'a plus d'aura, n'a plus d'essence, n'a plus de valeur. Tout le monde a oublié que l'apport de ces centres
On en a vécu avec, vous venez de faire mention avec le jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. On en a vécu cela. Il y a des joueurs qui ont montré de quoi ils étaient capables. Parce qu'aujourd'hui, lors de la conférence de presse d'après le match entre Congo-Brazzaville et les RDC, le coach Guy Boukassa fait mention dans son effectif que non, le Congo-Brazzaville a plus de 7 ou 8 joueurs qui sont habitués à jouer ensemble. Contrairement à la République, on est en train de monter. C'est chaque année, chez nous, on monte une équipe, surtout l'équipe nationale de l'âge. Mais pourquoi ne pas laisser la charge à cela au centre de formation certifié et renommé pour faire ce travail? Un message. C'est clair. J'ai été... quand je disais tout à l'heure, je suis entraîneur CAF, certifié CAF pour les U17. On appelle ça coach classé, comme les Dora. Voilà, je le suis depuis quelques années déjà. On ne m'a jamais approché. Vous n'avez pas approché aussi? On ne m'a jamais approché. Mais je n'ai pas allé approcher. Puisque vous dites qu'on m'a plébiscité, que ça parle de soi-même. Mais pourquoi je dois aller là-bas? Il y a aussi un problème que vous avez de la matière, vous savez aussi donner de la matière. Mais j'étais là, non? Mais le problème est que vous n'avez pas... Mais ils m'ont vu. Les décideurs de là, ils m'ont vu, non? J'étais là. Mais parce que quand vous allez... C'est fini. Quand vous allez vous-même et que vous venez avec vos exigences, on ne va pas vous l'accorder. Mais comment moi, coach national que vous voulez, je vais venir pour un projet clair et vous allez me donner vous allez me mettre des coachs avec qui je n'ai pas une même vision. Comment vous pouvez donner aux coachs de sabre les autres là, congolais? Pourquoi? Mais laissez-le faire son staff comme il veut. C'est un défaut aussi. Laissez-le faire ce qu'il veut. Vous l'avez mis là, il a les gens pour ça. Pourquoi vous le mettez d'autres personnes? Pourquoi? Merci beaucoup, M. Maxence, d'être passé dans l'émission. Juste après nous, merci. Il y a le journal qui va commencer. Je vous remercie pour le passage. Merci. Première fois, mais je ne pense pas que c'est la dernière fois. À chaque fois qu'on aura les matières, on va vous inviter. Et je l'espère. Ok, merci beaucoup à toi, Jordi Kalonda, toi qui étais derrière la régie finale pour assurer la bonne marche de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve déjà le mercredi à la même heure. Au revoir.